Bonjour, je me présente, c'est Dr Benabdi, maître assistante en anesthésie-réanimation. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un cours intéressant dans l'intitulé Les convulsions et mouvements anormaux. Vous savez que la crise convulsive est un motif de consultation très fréquent. Nous allons voir ensemble les différents chapitres de ce cours. Vous allez réactualiser des connaissances déjà acquises en module de neurologie et vous allez acquérir des nouvelles connaissances. Et au terme de cette séance, vous devrez être capable d'identifier les situations d'urgence. Vous devrez être capable de planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic étiologique. Et surtout, vous devrez être capable de mettre en œuvre le traitement des convulsions et de l'état de mal convulsif. Le plan que nous allons adopter, l'introduction, définition, les données épidémiologiques, les mécanismes physiopathologiques, les étiologies, les facteurs de gravité, les formes cliniques, une entité particulière, l'état de mal convulsif, comment poser le diagnostic, les diagnostics différentiels et nous allons finir par la conduite à tenir. La crise convulsive généralisée est une urgence très fréquente, de l'ordre de 3% des patients examinés dans les services d'urgence. Les crises convulsives, c'est quoi les crises convulsives? Sont des contractions brusques, involontaires, permanentes ou rythmiques de la musculature striée. C'est-à-dire, c'est des contractures qui intéressent que la musculature striée. La crise convulsive est la conséquence d'un processus épileptique lié à une activité neuronale excessive et paroxystique. La crise convulsive est un symptôme, ce n'est pas une maladie. La crise convulsive est un symptôme qui rentre soit dans le cadre de la maladie épileptique ou bien elle est secondaire à une pathologie sous-jacente intra- ou extra-cérébrale. Les mouvements involontaires ou anormaux se définissent par leurs caractéristiques cliniques. Ce sont des myoclonies. Alors, c'est quoi les myoclonies? Les myoclonies sont des contractions musculaires brusques, brèves et involontaires. Elles peuvent toucher un segment de membre ou être plus diffuses. Les myoclonies sont le plus souvent isolées ou peuvent se répéter de façon irrégulière et discontinue. Elles sont spontanées ou réflexes à une stimulation essentiellement auditive ou sensitive. Elles peuvent avoir une origine corticale et donc être associées à un processus épileptique. Elles peuvent aussi avoir une origine sous-corticale ou provenir de la moelle épinière. Sur le plan épidémiologique, donc à l'échelle planétaire, 5% de la population sera victime d'une crise convulsive spontanée au moins une fois dans sa vie. Le taux d'incidence varie de 40 à 70 000 par 100 000 habitants par an dans les pays industrialisés. Ce chiffre dépasse les 100 par 100 000 habitants par an dans les pays en voie de développement. Chez l'enfant et l'adolescent, le taux d'incidence des crises récurrentes non fébriles est fonction de la tranche d'âge considérée. Les taux les plus élevés étant rapportés chez le nourrisson et le nouveau-né. Les mécanismes physiopathologiques. Les crises convulsives sont des interactions synchrones de la population neuronale corticale qui décharge de manière intermittente et anormale. Ces crises naissent toutes dans le cortex. Soit ce sont des neurones anormaux hyperexcitables, soit c'est des neurones normaux soumis à des excitations répétées. De nombreux éléments étant impliqués dans la régulation de l'excitabilité neuronale, les mécanismes en cause sont divers. Concernant les étiologies, on a déjà dit que la crise convulsive est un symptôme, soit d'une épilepsie affirmée, et dans ce cas-là, on parle de la maladie épileptique,
soit d'une agression du système nerveux central par une atteinte aiguë locale ou systémique. Donc, dans ce cas-là, c'est une crise convulsive occasionnelle. Pour les étiologies, nous avons deux volets, le volet de l'épilepsie et le volet de la crise convulsive occasionnelle. Pour les causes de l'épilepsie, donc nous allons voir la crise convulsive de nature épileptique, dans quel cadre peut être provoquée. Avant, il faut savoir que l'épilepsie est une maladie chronique, caractérisée par la répétition des crises, et c'est une maladie avec un risque potentiel de récurrence. Donc, la crise d'épilepsie peut être provoquée par une affection aiguë systémique à retentissement cérébral ou bien par une atteinte cérébrale directe. Les étiologies de la maladie épileptique sont variées. Alors, on a les crises idiopathiques où le facteur génétique est la cause. Donc, nous pouvons trouver des antécédents familiaux de la maladie épileptique. Deuxième étiologie, c'est des crises secondaires ou symptomatiques, c'est-à-dire secondaires à une lésion cérébrale. On a dit que la maladie épileptique, elle peut être secondaire à une atteinte directe, à une atteinte cérébrale directe. C'est l'exemple de traumatisé crânien avec une lésion cérébrale. Et après la guérison, il peut garder les séquelles neurologiques comme l'épilepsie. C'est le même cas pour les maladies métaboliques. Alors, pour les crises épileptiques cryptogénétiques, c'est des crises dont la cause est inconnue. Les causes des crises convulsives occasionnelles, c'est une atteinte locale, agression cérébrale, ou bien c'est un retentissement cérébral d'une atteinte systémique aiguë. Le malade peut avoir une crise convulsive généralisée, mais s'il y a une prise en charge de la cause et un traitement efficace de la cause, par exemple comme tumeur ou bien une intoxication, donc le malade peut guérir sans séquelles neurologiques et la crise dite occasionnelle. Les différentes atteintes du système nerveux central, donc on peut avoir des atteintes vasculaires, tumorales, toxiques et traumatiques. Aucune cause n'est retrouvée dans 25 à 40% des cas. La cause la plus fréquente, c'est l'éthylisme chronique ou le sevrage de l'éthylisme. Les causes vasculaires représentent 10 à 18% des cas, c'est les hématomes intracrâniens, les thrombophlébite cérébrales, les infarctus cérébraux, les séquelles d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Les causes toxiques sont retrouvées dans 3 à 8% des cas, certains médicaments en surdosage ou bien en sevrage. Et enfin, les toxiques domestiques, industriels, pesticides et produits agricoles. Les causes métaboliques représentent 2 à 8% des cas, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie, l'hyperglycémie, l'encéphalopathie hépatique. Les causes associées à une démence, donc qui sont toujours cortico et de nature dégénérative. Les causes tumorales représentent 3 à 4% des cas. Les causes infectieuses, c'est 2% des cas, tels que les abcès, les méningites, les méningoencéphalites. Donc, c'est un slide qui récapitule l'ensemble et les différentes étiologies, à savoir des maladies génétiques, facteurs prénataux et néonataux, les maladies infectieuses, les traumas, les pathologies vasculaires, les facteurs métaboliques,
les processus expansifs et d'autres causes. Nous entamons un chapitre très intéressant, c'est les facteurs de gravité. Les facteurs et les signes de gravité d'une crise convulsive. Donc la présence d'un facteur de gravité est alarmant. Donc on doit agir rapidement devant une crise convulsive accompagnée d'un facteur de gravité. Qui sont les facteurs de gravité qui sont soit la présence d'une confusion mentale après la fin de la crise et qui persiste plus de 30 minutes, la répétition des crises, l'état de mal convulsif. Nous allons voir la définition exacte de l'état de mal convulsif, la présence d'une fièvre, le déficit post-critique, notion d'éthylisme aigu, sevrage alcoolique, l'éthylisme chronique, un contexte d'intoxication, des troubles métaboliques, un contexte traumatique, trauma crânien, les maladies générales telles que cancer et sida, et la crise convulsive chez la femme enceinte. Donc ces facteurs engendrent une prise en charge précoce et adaptée. Quelles sont les formes cliniques? Selon le point de départ, on distingue deux formes cliniques. Et la deuxième forme, la forme partielle, elle peut devenir générale. Donc, les crises convulsives généralisées, c'est-à-dire les deux hémisphères intéressant les deux hémisphères cérébraux, et la population neuronale des deux hémisphères cérébraux se décharge. Pour les crises partielles, les décharges initiales sont limitées à une partie restreinte d'un hémisphère avec, bien sûr, possibilité de diffusion et généralisation secondaire. Donc, on a deux formes avec la possibilité de la généralisation de la forme partielle. Pour les signes cliniques et la symptomatologie de la crise convulsive généralisée, on a surtout les signes moteurs, mais on peut avoir des formes d'absence. Donc, les signes moteurs avec la perte de conscience, ce sont les deux symptômes les plus fréquents. On a les crises motrices, dont les signes cliniques moteurs sont bilatéraux et symétriques, et la forme la plus souvante, la plus courante, c'est la forme tonico-clonique qui dure 5 à 10 minutes, caractérisée par une perte de conscience brutale avec chute, parfois précédée d'un cri, avec des contractions brusques des muscles, des membres du tronc et du visage, et une contraction de la mâchoire avec parfois morsure de la langue, suivi des signes neurovégétatifs, midriase, tachycardie et hypersécrétion et même cyanose. Après, nous allons voir la phase clonique qui dure 30 secondes, caractérisée par des secousses musculaires brusques généralisées et synchrones. Par la suite, nous avons la phase résolutive, où le patient devient hypotonique avec une respiration ample et broyante, et parfois même une perte d'urine. Et un signe important, c'est l'amnésie lors du réveil. Donc, c'est un patient qui ne garde aucun souvenir de l'épisode et parfois il est agité. On a d'autres formes, c'est les formes toniques avec des contractions musculaires segmentaires soutenues, les formes cloniques avec des secousses musculaires segmentaires répétitives et rythmiques, les formes myocloniques avec des contractions simultanées des muscles agonistes et antagonistes, les formes atoniques par l'interruption brève et soudaine de tout ou bien d'une partie du corps. Pour les crises toniques, un axe hypertonique global. Pour les crises myocloniques caractérisées par des secousses brusques, des membres pouvant provoquer un lâchage d'objets ou un sursaut avec parfois des équilibres chutes,
alors que les formes cloniques et hypotoniques en même temps, c'est des formes très rares. Donc, nous avons les crises moteurs et les absences. Pour les absences, sont caractérisées par une suspension brève de la conscience, avec interruption de l'activité. La sémiologie clinique des crises partielles. Donc, nous avons les crises cloniques ou tonico-cloniques localisées, c'est localisé, ou asénitique bravet jacksonien, c'est-à-dire intéressant une partie du corps, généralement les membres inférieurs. Crise versive avec déviation de tout ou partie du corps, ainsi que des crises phonatoires, l'aphasie et troubles de vocalisation. Les crises partielles complexes comportant une altération de l'état de conscience avec une production d'automatisme moteur et une amnésie plus ou moins complète de la crise. Et nous avons les crises partielles secondairement généralisées par la diffusion secondaire. Alors, une entité particulière ou bien une entité intéressante représentant une extrême urgence, c'est l'état de mal convulsif. C'est quoi l'état de mal convulsif? C'est une crise qui dure dans le temps, de durée suffisamment longue, ou bien c'est des crises suffisamment répétées pour empêcher une reprise de la conscience. C'est des crises répétées sans reprise de la conscience intercritique. On parle de l'état de mal convulsif dès la constatation de 3 crises successives sans reprise de conscience ou lorsqu'une activité convulsive continue se prolonge au-delà de 5 à 10 minutes. C'est une définition précise. Alors, la différence d'un état de mal convulsif de syndrome de menace, alors syndrome de menace, c'est des crises répétées, mais avec reprise de conscience intercritique. Il peut être alarmant, donc il faut prendre en charge le patient avant le passage à l'état de mal convulsif. L'état de mal convulsif généralisé est une urgence, c'est l'urgence la plus importante en raison du risque vital et des conséquences cérébrales de l'état de mal, bien sûr. La classification de l'état de mal épileptique. Alors, nous avons 3 formes. L'état de mal convulsif, l'état de mal non convulsif et l'état de mal larvé. Pour l'état de mal convulsif, on a les formes tonico-cloniques généralisées d'emblée. On a les formes tonico-cloniques généralisées secondairement. Et on a les formes partielles, somatomoteurs, les formes myocloniques généralisées, toniques généralisées et cloniques généralisées. Pour les états de mal non convulsifs, nous avons 2 sous-classes. Les états de mal non confusionnels qui sont rares et les états de mal confusionnels soit sous forme d'état d'absence, soit sous forme partielle complexe temporale, soit sous forme partielle complexe frontale. Et la 3e classe, c'est l'état de mal larvé. Pour les étiologies de l'état de mal convulsif, nous avons 3 grandes étiologies. Les causes occasionnelles, la maladie épileptique et l'état de mal idiopathique. Donc c'est clair pour l'idiopathique. La maladie épileptique, c'est un malade déjà épileptique qui va avoir un état de mal convulsif épileptique. Et les causes occasionnelles, généralement, c'est des affections aiguës, locales ou bien générales avec retentissement cérébral. Alors, on peut avoir un état de mal convulsif dans le cadre d'hyperthermie, dans le cadre de l'anoxie cérébrale, dans le cadre du traumatisme crânien sévère, état de mal convulsif suite à une infection méningée aiguë, suite à une encéphalite herpétique,
état de mal convulsif secondaire à un trouble hydroélectrolytique, l'hyponatrémie, l'hypoglycémie profonde. On peut avoir également l'état de mal convulsif dans le cadre de certains toxiques exogènes ou bien rupture d'un traitement de fond anti-épileptique. Une autre entité particulière et qui représente également une urgence diagnostique et thérapeutique, c'est l'éclampsie. C'est quoi l'éclampsie? Donc, l'éclampsie, c'est une crise convulsive chez une femme enceinte présentant des signes de pré-éclampsie avec une protéinurie, une hypertension artérielle survenant après la 20e semaine d'aménorrhée, en absence de tout antécédent neurologique. Donc, en absence, par exemple, ce n'est pas une parturiente avec des antécédents d'épilepsie, maladie épileptique, ou cause intercurrente, notamment infectieuse. Donc, c'est une crise qui peut survenir avant l'accouchement ou bien dans les 48 heures après l'accouchement. Comment poser le diagnostic d'une crise convulsive généralisée? Il faut bien sûr le recueil des circonstances de la crise, il faut rechercher les antécédents, donc c'est par l'anamnèse. Deuxième pilier du diagnostic, c'est l'examen clinique qui doit comporter un examen neurologique et examen des autres appareils cardiovasculaires respiratoires et en fonction bien sûr du contexte. Troisième pilier du diagnostic, c'est les examens complémentaires orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique. Il ne faut jamais oublier de rechercher les signes de gravité, les facteurs de gravité, en évaluant l'état de conscience, en évaluant la fonction respiratoire, la fréquence respiratoire, la coloration des téguments, la sueur. Donc, on évalue également la fonction cardiaque par la palpation du pouls, tachycardie, bradycardie, la pression artérielle, mesure de la pression artérielle, recherche les signes d'instabilité hémodynamique ou les signes d'état de choc. Et on doit rechercher également les signes de l'état de mal convulsif. L'anamnèse, donc le médecin urgentiste doit rechercher les antécédents, doit interroger les témoins qui vont donner la description exacte de la crise. Donc, pour faire la différence, c'est vrai, c'est une crise convulsive ou bien c'est un autre symptôme, syncope ou... Donc, on doit également rechercher le contexte de survenue de cette crise, les antécédents familiaux et personnels, et il faut rechercher la notion d'une prise médicamenteuse. Si c'est un patient hypertendu, diabétique, bien épileptique, etc. L'examen clinique doit être complet, comportant un examen neurologique, et l'examen doit également rechercher les signes en rapport avec la crise, tels que l'émission d'urine, tels que la morsure de la langue. N'oublions jamais de rechercher le retentissement de la crise ou bien les complications de la crise, par exemple une plaie crânienne ou bien une plaie au niveau du cuir chevelu suite à une chute au cours de la crise. Alors, concernant les examens complémentaires, on a le bilan initial et le bilan complémentaire. Donc, devant toute crise, on doit mesurer la glycémie, on demande ionogramme sanguin, l'urée, on fait une gazométrie du sang, on dose les antiépileptiques
un dosage plasmatique des antiépileptiques. On demande une numération formule sanguine, ionogramme urinaire. Et s'il y a une notion de fièvre ou bien un contexte infectieux, donc on fait un bilan infectieux tel que les hémocultures si nécessaire. Les autres examens complémentaires, donc en fonction de votre interrogatoire, du contexte, mais aussi après stabilisation du patient. Donc, on peut réaliser une ponction lombaire, un électroencéphalogramme, une imagerie cérébrale, un bilan hépatique et une analyse toxicologique. Donc, on récapitule. Donc, devant une crise convulsive simple, c'est une première crise simple, on fait un dosage de la glycémie et de lactate. Après, on demande une imagerie cérébrale dans les 24 heures. Alors, si c'est une crise épileptique, c'est une crise convulsive chez un épileptique connu, et c'est une crise identique, on fait un dosage des antiépileptiques. Si c'est une crise différente, donc on fait la même conduite que la première crise simple. Alors, si c'est une crise convulsive occasionnelle ou bien c'est une crise accompagnée chez un malade épileptique connu, c'est la même conduite. Donc, c'est une crise convulsive généralisée avec un signe de gravité ou bien un facteur de risque. Donc, on fait la même conduite. En cas de répétition de crise ou l'état de mal, on demande FNS, CRP, UNO, une imagerie cérébrale. En cas de déficit post-critique et des signes neurologiques persistants après la crise, donc on demande une tomodensitométrie ou bien IRM cérébral. Notion d'alcoolisme chronique ou bien sevrage, notion de confusion persistante. Donc en fonction du contexte. En cas de trauma crânien, on demande également une imagerie. Donc en fonction du contexte, on demande les bilans, les bilans complémentaires ou bien les examens complémentaires. Et bien sûr, c'est une parturiente avec des crises de prééclampsie, donc avec des crises de prééclampsie, des signes de prééclampsie. Donc, c'est une crise d'éclampsie jusqu'à preuve de contraire, nécessitant une prise en charge spécifique en milieu obstétrical. Quels sont les diagnostics différentiels? Premièrement, devant une crise convulsive, et après, nous allons voir les diagnostics différentiels avec l'état de mal convulsif. Alors, devant une crise convulsive, il faut éliminer les autres diagnostics tels que l'hypothymie, les syncopes cardioplégiques et vasoplégiques, les accidents ischémiques transitoires, les migraines avec aura, les pseudocrises, les spasmophilies, attaques de panique et chutes cataplectiques. Devant un état de mal convulsif, il faut éliminer les syncopes convulsives à répétition, les accès de décérébration tonique accompagnés parfois de mouvements d'allure clonique, des manifestations de conversion hystérique, l'état de mal myoclonique chez l'épileptique connu, l'encéphalopathie, notamment anoxique, les états de mal non convulsifs, surtout les états d'absence ou bien les états de mal partiels complexes. Alors, c'est quoi la conduite à tenir devant une crise convulsive généralisée et devant l'état de mal convulsif? Donc, devant une crise convulsive généralisée, nous avons des gestes de secours, d'accord, qui doivent être réalisés dans les médias. Et nous avons les moyens thérapeutiques. Pour les gestes préventifs, il faut bien sûr prévenir la morsure de la langue, si possible par une canule. On doit lutter contre les traumatismes en plaçant un coussin ou bien une couverture sous la tête et les membres, en retirant également les lunettes et le collier. Il faut prévenir l'inhalation liquidienne par la position latérale de sécurité.
Donc, c'est un geste de secours qui est très très intéressant pour libérer les voies aériennes et pour prévenir l'inhalation liquidienne suite à une perte de contrôle, bien sûr, perte de contrôle cérébral de la fonction respiratoire. Donc, un traitement urgent est justifié lorsque la crise se prolonge ou bien si d'autres crises surviennent après la première. C'est-à-dire, on parle de l'état de mal convulsif ou bien syndrome de menace. Donc, l'état de mal convulsif, c'est une urgence qui doit être pris généralement par un médecin réanimateur et nécessitant l'hospitalisation systématique en réanimation. Donc, pour les gestes ou bien les mesures générales, on a dit qu'il faut prévenir les traumas et les complications secondaires aux chutes. Il faut libérer les voies aériennes, assurer l'oxygénothérapie. Il faut conditionner votre patient donc, par la mise en place d'une surveillance multiparamétrique de la fonction cardiaque et respiratoire, un ECG, une saturation pulsée d'oxygène, une prise de tension non invasive. Il faut mettre 2 voies veineuses de bon calibre, une voie veineuse minimum de bon calibre, et il faut lutter contre l'hyperthermie par les moyens physiques et les moyens thérapeutiques. On doit réaliser un ECG, un électrocardiogramme, électroencéphalogramme si dans les mesures du possible, mais c'est pas une mesure urgente. Et si constatation des crises répétées ou bien qui se prolongent dans le temps, il faut préparer le matériel d'intubation et le plateau d'intubation. Alors, pour les moyens thérapeutiques, donc comportant 3 temps. Le premier temps, c'est pendant les 30 premières minutes, c'est la prise en charge de la récidive des crises convulsives et de l'état de mal. Tout d'abord, il faut corriger la glycémie en cas d'hypoglycémie. Il faut surveiller votre patient, bien sûr, on a dit conditionner et surveiller le patient. Et on passe à l'injection par voie intraveineuse des benzodiazépines, soit le diazépam à raison de 2 mg par minute jusqu'à l'arrêt des convulsions sans dépasser un total de 20 mg. On a une autre alternative, c'est le clonazepam 1 mg en 3 minutes, éventuellement répété après 10 minutes. En associant immédiatement un antiépileptique d'action prolongée, le prodilantin ou bien le dilantin en intraveineux à raison de 20 mg kilo. En cas de contre-indication de ce dernier, on passe à une autre alternative, c'est le phénylbarbital par voie intraveineuse à raison de 100 mg par minute sans dépasser un total de 10 mg kilo. Il ne faut pas oublier chez l'éthylique de donner la vitamine B1, thiamine. Il faut donner en intraveineux, il faut injecter 100 mg de thiamine par voie intraveineuse. Le deuxième temps, c'est à partir de la 30e minute jusqu'à 50e minute. On parle de l'état de mal convulsif persistant. Bien sûr, on doit continuer les mesures déjà prises, la surveillance, et on va renforcer, on renforce la dose d'antiépileptique d'action prolongée déjà choisie dans le premier temps. Si on a choisi le dilantin ou bien le prodilantin, donc on renforce la dose sans dépasser un total de 30 mg kilo. S'il y a une contre-indication et on a donné le phénylbarbital, donc on donne 50 mg par minute sans dépasser un total de 20 mg kilo. Soit pour un adulte de 75 mg, 1500 mg de Gardenal en 30 minutes. S'il y a échec au deuxième temps, on passe au troisième temps à partir de 50e minute jusqu'à 80e minute. Donc, dans ce cas-là, on parle d'état de mal convulsif réfractaire.
c'est l'apanage de médecins réanimateurs. Donc, c'est l'intubation, la préoxygénation et l'intubation orotrachéale et la ventilation assistée. On continue la surveillance des paramètres vitaux déjà installés, particulièrement l'état hémodynamique. Et après, bien sûr, intubation en urgence, on doit transférer le malade dans un service, en service de réanimation pour prise en charge et surveillance électroencéphalographique. Un cas particulier, c'est l'épilepsie, c'est l'éclampsie. Donc, la crise convulsive survenant pendant la grossesse doit être considérée jusqu'à preuve de contraire comme la conséquence d'une éclampsie. L'éclampsie est une urgence obstétricale qui doit bénéficier d'un traitement immédiat basé sur l'administration en première intention de sulfate de magnésium associé au diazépam ou clonazépam si les convulsions persistent. En cas d'échec, donc c'est le recours au pentotal qui peut être justifié sous contrôle ventilatoire. Le transfert en milieu spécialisé doit être rapide. Pour conclure, la crise convulsive de l'adulte est une pathologie fréquente en médecine d'urgence. Il s'agit d'un symptôme qui peut être la manifestation d'une maladie épileptique ou d'une souffrance cérébrale, dont les étiologies sont nombreuses. La prise en charge doit être adaptée à l'étiologie identifiée et prévenir les éventuelles récidives convulsives. L'état de mal convulsif est une urgence médicale qui doit bénéficier d'une prise en charge particulière selon un processus bien codifié. Je vous remercie et vous avez en dernière planche les différentes références que vous pouvez consulter pour le cours. Merci.